Nous allons maintenant parler de littérature avec Céline et Aymeric Sian-Granger. Donc, comme je le disais au début de votre émission, vous avez dirigé cet ouvrage aux éditions Crisis, D'un lecteur l'autre, Louis-Ferdinand Céline, à travers ses lecteurs. Alors, vous êtes Aymeric Sian-Granger, donc je le disais, collaborateur du bulletin célinien, d'Éléments. Vous gérez aussi un groupe Facebook avec 1600 abonnés. Absolument. Donc, Actualité célinienne. Actualité célinienne. Alors, comment vous est donc venue cette idée, qui est un prolongement, même s'il est différent, de votre premier ouvrage? Alors, cet ouvrage répond à deux objectifs. Le premier objectif était d'apporter un éclairage sur le lectorat célinien, éclairer sa diversité, sa singularité, pour essayer de contrer, si j'ose dire, les images d'Épinal que chacun peut avoir du lectorat célinien quand il n'est pas totalement ignoré. Je pense notamment à une phrase de Luc Ferry qui trouvait suspecte l'admiration que certains lecteurs pouvaient avoir pour Céline. Je pense également à une phrase d'une universitaire qui avait été prononcée au cours d'un colloque organisé par la Société d'études céliniennes et qui disait qu'il existait des lecteurs d'en haut et des lecteurs d'en bas. Ah oui. Donc on a des préjugés sur le lectorat célinien quand on ne le méprise pas totalement. Donc pour ce faire, j'ai pris contact avec plus d'une centaine de lecteurs. Vous en avez parlé tout à l'heure, on a parmi ces lecteurs des spécialistes. Philippe Almaraz, qui a préfacé cet ouvrage, qui est un biographe de Céline et qui est le premier président de la Société d'études céliniennes. On a aussi Marc Ledeloup, qui est le président du bulletin célinien depuis maintenant plus de 30 ans. On a également Éric Mazet, que les céliniens connaissent bien. On a François Gibault, qui est le président de la Société d'études céliniennes. On a son trésorier. Biographe de Céline. Oui, 3 volumes. Et on a également des lecteurs qui sont totalement anonymes, qui ne sont pas des professionnels, ni de littérature, ni de célinisme, si j'ose dire. Donc mon objectif était vraiment de montrer la diversité du lectorat célinien et de faire en sorte qu'il sorte de l'ombre. Le deuxième objectif, à travers ces lecteurs, à travers les lectures que ces lecteurs font de Céline, le deuxième objectif était de montrer un portrait de Céline nuancé. Loin de celui qu'on nous présente toujours, l'auteur de Voyage au bout de la nuit et l'antisémite absolu. Voilà, donc à travers les questions et les réponses apportées par ces lecteurs, mais aussi à travers plus de 300 citations de gens connus, des écrivains, des journalistes et autres, j'ai tenté de mettre en lumière un portrait de Céline distancié, nuancé, loin toujours des images d'Épinal qu'on peut avoir sur lui. Alors, c'est pas toujours évident, c'est même parfois compliqué, mais une chose est sûre, lorsqu'on lit ce livre, on se rend compte que le lecteur de Céline n'entre pas dans une case, et que Céline lui-même est un être paradoxal et que chacun a son Céline et qu'il n'appartient à personne. Donc quand on entend Céline, c'est à ceci, c'est à cela, eh bien, on se trompe. Céline n'appartient à personne. Et c'est ce que montre ce livre. C'est ce que montrent les divers témoignages, à la fois positifs, favorables, de gens qui apprécient Céline, mais aussi de gens qui le détestent, qui le méprisent, pour X raisons. Donc on a un Céline pluriel qui affole les boussoles. Oui, alors, donc, parce qu'au-delà d'une centaine de personnes là, que vous interrogez, vous avez également choisi des citations d'autres personnalités, du monde du spectacle, du monde politique, du monde littéraire, et on retrouve la même diversité d'approche dans les deux publics. La même diversité d'approche, absolument. Alors, j'ai des citations de Gérard Depardieu, j'ai des citations de Taguieff, j'ai plus de 300 citations qui montrent justement que Céline n'est pas réductible. Céline est irréductible. On ne peut pas le mettre dans une case. Ou quand on le met, c'est pour une raison idéologique. Tout simplement.
J'ai des commentaires allez, je vais citer Pierre Assouline, qui, dans une revue, va dire que Céline est un bloc. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer l'œuvre romanesque des pamphlets et, quelques années plus tard, dire le contraire. Voilà. Donc on a des gens qui vont affirmer des choses et quelques années plus tard, son contraire. C'est quand même heureusement un point de vue qui reste minoritaire, pour rester optimiste, ce que vous exprimiez là, le point de vue de Laurent Taguieff. De Pierre Laurent Taguieff, puisque malgré tout l'importance dans la vie littéraire de Céline aujourd'hui fait qu'on a on achète Céline et on lit Céline dans le métro sans avoir de problème. C'est peut-être différent peut-être qu'un Drieux par exemple je ne partage... vu différemment, ou encore plus rebatté, là on peut difficilement lire rebatté. Je ne partage pas tout à fait votre point de vue, pour la simple et bonne raison qu'il devient de plus en plus difficile pour un universitaire, pour un chercheur, de trouver un directeur de thèse. D'accord, oui, dans le monde universitaire. Voilà. Oui. On a l'impression que l'ouvrage de Taguieff a pris beaucoup de place. Très peu de personnes l'ont lu. C'est indigeste, c'est un pavé qui fait 1000 pages, mais il a eu une presse exceptionnelle. Et maintenant, lorsque l'on parle de Céline, lorsqu'on cherche à donner une référence, on va plus facilement citer Taguieff qu'Henri Godard, par exemple. Oui. Je vous donne un exemple qui est probant, qui est révélateur. L'été dernier, France Culture, très bonne initiative, a programmé une émission de près de 10 heures sur Céline. Henri Godard a été interrogé pendant presque 1 heure, et sur les 10 heures de programme, on l'a entendu 2 minutes. On a beaucoup plus entendu Taguieff et d'autres, qui, naturellement, ont davantage axé leur discours sur l'aspect idéologique que l'aspect littéraire. Donc on a, en ce moment, et je le sais puisqu'on me l'a dit, des études qui sont plus orientées pour déprécier Céline, pour lui chercher des coups dans la tête, que pour mettre en avant l'art. Donc où les pamphlets sont le débat autour des pamphlets, de la réédition des pamphlets, non seulement autour de la réédition des pamphlets, mais aussi sur une relecture de l'intégralité de l'œuvre romanesque à partir des pamphlets. Oui. D'accord, on va essayer de trouver un fil rouge qui existe peut-être, mais en tout cas, on va chercher à trouver un fil rouge entre l'intégralité de l'œuvre de Voyage au bout de la nuit, ou plus précisément de l'Église, et son fameux 3e acte, jusqu'à la fin, jusqu'au dernier roman. D'accord ? Donc on a, entre guillemets, changé d'optique. On axe davantage sur l'aspect idéologique et sur l'aspect littéraire. Donc je pense qu'il y a un petit basculement, et je pense que l'héritage d'Henri Godard étant peut-être pas en train de disparaître, mais j'ai l'impression qu'une page se tourne. Oui. Et d'ailleurs, Taguieff, dans son ouvrage, a choisi pour ennemi Henri Godard. Et à mon avis, ce n'est pas anodin. Donc on a, selon vous, ce risque de basculement qui est significatif de notre époque également. De Absolument. Toute façon, d'où l'intérêt aussi de ce livre. Oui. C'est un livre, alors c'est pas un livre contre Taguieff, mais c'est un livre qui, à mon sens, permet de nuancer le propos. C'est pas un livre polémique, c'est un livre qui donne la parole à tout le monde. Oui. Moi, je ne juge pas. Tous les points de vue m'intéressent. Le moindre lecteur de Céline m'intéresse. Céline disait que la moindre virgule le passionnait. Mais moi, c'est le moindre lecteur de Céline qui m'intéresse. Ceux qui l'apprécient, ceux qui le détestent, pour moi, tout a un intérêt. Alors, on retrouve cette diversité dans la manière dont vos correspondants ont découvert Céline. Un interviewé, un correspondant, l'a découvert par une vidéo sur YouTube, un autre de façon plus universitaire, un troisième par Lucchini, l'ayant lu moult fois au théâtre. Dans la bibliothèque des parents.
Voilà, donc il y a énormément de voix Oui. pour arriver à Céline. Énormément de voix pour arriver à Céline, dont celle de Lucchini qui, mine de rien, Qui fait a débat. éveillé beaucoup Oui, de... oui. Alors qui fait débat, et toujours le débat entre... c'est un petit peu comme le débat sur la vulgarisation en sciences. Est-ce que c'est une... alors débat est, déjà, est-ce qu'il lit bien, Céline? Qu'est-ce que vous en Ça, pensez? c'est une question de ressenti. Qu'est-ce que vous Moi, en je pensez, trouve qu'il lit bien Céline. Après, ce que je vais reprocher, entre guillemets, à Lucchini, c'est qu'il ne lit que Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit. Oui. Donc le risque est quand même moindre. Ah oui, Hein, oui, oui, d'accord, parce que vous... Il s'arrête à Mort à crédit. Oui. Je mais trouve qu'il le lit bien. Pourquoi parler de risque? Pourquoi lui reprocher de ne pas prendre de risque? Est-ce que c'est pas justement revenir soi-même vers le côté maudit de Céline, peut-être qu'on voudrait entretenir Parce que l'œuvre de Céline ne se limite pas à 2 ouvrages. Oui. Moi, je vous la nuit, oui, c'est le classique, c'est celui qui restera. Mort à crédit, c'est celui qui arrive en 2e position. Hein, il est très très apprécié. Mais Voyage au bout de la nuit, c'est l'œuvre la moins célinienne de Céline, d'un point de vue stylistique. Et ensuite, on a les pamphlets qui font partie intégrante de l'œuvre, Céline se découvre pamphlétaire avec Mea culpa, il va ensuite écrire Bagatelle pour un massacre, il va travailler son style, et puis après on a Guignol's Band, on a bon nombre de romans qui sont exceptionnels. Et de la trilogie allemande. D'un point de vue stylistique. Tout à l'heure, vous parliez du métro. Je vois des lecteurs avec un voyage dans la main, parfois un Mort à crédit, parfois un D'un château l'autre, mais ça s'arrête là. Oui. C'est-à-dire que l'œuvre de Céline se résume à 2 ouvrages. Oui, mais se résume à 2 ouvrages, y compris, puisque vous faites la statistique des personnes que vous avez interrogées, à la question « Quel est le livre de Céline que vous appréciez le plus ?» Sur 100 personnes interrogées, comme diraient les instituts de sondage, 33 répondent Voyage au bout de la nuit, 30 Mort à crédit, et le 3e qui est Féerie pour une autre fois arrive loin derrière déjà. Absolument. Je pense à un dessin à une illustration de José Correa qui met en scène un Céline avec une chaîne au pied. Oui. Alors, on n'a pas un boulet, mais on a un exemplaire de Voyage au bout de la nuit. C'est-à-dire que Céline, et d'ailleurs Henri Godard le dit très bien, Céline, pour une majorité de lecteurs, c'est Voyage au bout de la nuit. Et pour Lucchini, c'est Voyage au bout de la nuit et un peu Mort à crédit. Et Mort à crédit, alors, oui. C'est sûr qu'on a plus de succès en lisant Voyage au bout de la nuit qu'en lisant D'un château l'autre, ou Nord, ou Guignol's Band. C'est sûrement plus difficile. Mais oui, c'est sûrement plus difficile. C'est dommage. D'ailleurs, c'est ce que montre aussi cet ouvrage. C'est dommage de cantonner Céline à Voyage au bout de la nuit. Oui. Qui, je le répète, et j'en suis convaincu, est le moins célinien. C'est-à-dire que c'est une prose qui, à l'époque, a été révolutionnaire, mais qui, pour nous, et pour l'ensemble de l'œuvre de Céline, reste académique. On parle d'une poétique dans ce livre, mais ensuite, Céline, à travers notamment Mort à crédit, a créé sa petite musique. On voit d'ailleurs au fil des pages de Mort à crédit une transfiguration de son style. Fin, le premier chapitre que tout le monde apprécie aurait très bien pu être écrit pour Voyage au bout de la nuit. Et ensuite, l'apparition des 3 points. Vous voyez ? Donc, Lucchini, oui. Et on lui doit beaucoup. Parce qu'il a vulgarisé, et c'est très bien. Mais... voilà, il s'est arrêté à un seul Céline. Moi, j'ai une question qui est... c'est Charles Danzig qui en parle à un moment donné. Le klaxon. Que vaut Céline au-delà des frontières? Alors moi, je me suis toujours posé la question de la manière dont on pouvait lire Céline, qui est traduit, j'imagine, dans... Presque partout. Comment traduire je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question. Le français de Céline. Oui. Alors, au sein de l'ouvrage, j'ai questionné une traductrice, justement, une traductrice italienne, qui pourrait nous en parler davantage. Mais c'est vrai que Céline, c'est très français. Oui. C'est très français. Et dans Mort à crédit, il y a aussi de l'argot.
Et comment traduire de l'argot français en italien C'est compliqué, surtout que l'argot, ça meurt. Et puis c'est très symbolique, très symptomatique d'une époque bien particulière. Donc il faudrait poser la question au traducteur. Un traducteur, oui. Dans Céline's Big Band, j'avais donné la parole à la traductrice de Voyage au bout de la nuit en grec. Oui. Voilà. Il y a des études là-dessus. Après, moi, je ne suis pas spécialiste, mais il est vrai que ça semble compliqué. Cela dit, on lit Shakespeare également dans toutes les langues, et c'est pas nécessairement... on perd aussi... c'est vrai. On perd nécessairement. Il y a un point commun, moi, qui m'a frappé dans la question que vous posez sur finalement ce qui a changé... ce que Céline a changé dans la vie des personnes que vous avez interrogées. Et je ne sais pas si ça a nécessairement changé leur vie, mais enfin, reviennent les termes de choc, de libération. C'est ça. Vous dites vous-même, je crois, vous avez été chahuté, tourneboulé. Ça c'est un... personne n'est indifférent. Personne ne sort indifférent. Et d'ailleurs, Henri Godard l'a très bien dit dans la préface de Céline's Big Band, on est tous partis du même choc. Oui. Après, on en fait voilà, en fonction de ce qu'on est, mais on est tous partis du même choc. Moi, j'ai lu Voyage au bout de la nuit pour la première fois au début des années 90 au lycée. Oui. C'est Jean-François Nivet, dédicataire de ce livre, qui a d'ailleurs répondu au questionnaire, qui nous a fait découvrir des passages de Voyage au bout de la nuit, les scènes de troc. Et quand j'ai lu ces passages, eh bien, j'ai subi quelque chose, involontairement, inconsciemment. Ça m'a donné envie de lire le reste. Oui. Ça m'a donné envie de lire toute l'œuvre, et j'ai eu l'impression d'avoir affaire à de la littérature. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais j'ai eu vraiment l'impression d'arriver à un point de jonction entre ma personne, mon individualité, ma personnalité et la littérature. Et comme vous l'avez dit, j'ai été brinque-ballé, chamboulé, bouleversifié par ce style et qui m'a donné envie de tout lire. En fait, j'étais embarqué. Ça a débuté comme ça. J'étais embarqué. Laurent Chang, vous êtes célinien, célinolâtre, nophile Pas du tout. Pas du tout. J'ai lu au lycée Voyage au bout de la nuit, Folio. Forcément. Voilà. C'est déjà bien de lire l'intégrale au lycée. C'est un d'extrait, moi, que j'avais lu pour le bac de français. Folio avec, je crois que c'était un dessin de Tardy. Oui, absolument, Tardy. Ouais. Et puis après, je suis passé à d'autres écrivains. J'ai essayé de revenir il y a quelques années, mais je crois que c'était la pire des manières. C'était en rapport avec toujours mes préoccupations personnelles. C'était Casse-Pipe. Ah oui. Ouais. Et non, j'ai pas pu le finir. Qui n'est pas complet. Ah oui, de toute façon, je n'ai pas réussi à le terminer. Mais je me suis dit, ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je lise la trilogie. Parce que celle-là, c'est celle qui m'intéresse finalement le plus de par les thèmes qu'elle aborde. La réalisation de Casse-Pipe a été stoppée par les pamphlets. Voilà, au retour du RSS. Ça n'a pas dû être publié, donc. C'est un extrait. C'est un extrait. Et il est dans les... Oui, dans les ouvrages, donc vous posez aussi la question, quel est l'ouvrage de Céline que vous aimez le moins Viennent les pamphlets. Sans surprise, les pamphlets. Viennent les pamphlets. Alors, il y a cette question sur les pamphlets là, du côté polémique. Est-ce que ça vaut la peine de les lire pour l'aspect littéraire pour le style Alors, je peux vous répondre tout de suite, oui. Ces 3 pamphlets entre guillemets maudits, Bagatelle pour un massacre, L'école des cadavres et Les beaux draps font partie intégrante de l'œuvre. Alors on oublie souvent de nommer Mea culpa. Mea culpa, c'est le premier pamphlet. Et c'est d'ailleurs un vrai pamphlet, puisqu'il est très court. Bagatelle pour un massacre n'est pas constitué que de charges politiques ou antisémites. Vous avez aussi des ballets, vous avez aussi des pages qui sont exceptionnelles sur Saint-Pétersbourg, dans lesquels un véritable travail stylistique est fait. C'est-à-dire que c'est très très beau.
Le moins intéressant d'un point de vue littéraire des trois, c'est l'école des cadavres, c'est le plus politique. Mais dans l'école des cadavres, vous avez pléthore de néologismes. C'est-à-dire que Céline a inventé énormément de mots, des mots, des verbes, qui se trouvent dans l'école des cadavres. Alors on peut le lire pour ces néologismes. Alors certains ne pourront pas parce que le propos leur paraîtra abject, mais il y a les néologismes. D'accord ? Donc ces trois livres font partie intégrante de l'œuvre célinienne. La manière d'y accéder aujourd'hui, c'est Internet. Alors, la manière la plus simple, c'est de commander l'édition québécoise. D'accord. Qui a été réalisée par Régis Tétamanzi, donc un universitaire spécialisé dans les pamphlets. Vous avez les 4 pamphlets, plus 3 autres écrits polémiques, puisque c'est le titre de cette édition, qui est commenté, qui est critiqué. Donc c'est vraiment l'édition la plus complète. Après, si vous avez les moyens, vous trouvez des éditions originales. Oui. Vous pouvez aussi, mais bon, ce sont des contrefaçons, télécharger sur Internet les fichiers PDF, tout en sachant que le contenu n'est pas forcément conforme aux éditions originales, ou alors commander chez des éditeurs, mais ce sont également des contrefaçons, des éditions pirates. Mais je vous dis, la meilleure édition, ce sont les écrits polémiques aux éditions 8. D'accord. Alors, Yossi, on découvre vraiment plein de choses dans ce recueil. Jean Dutour, qui est apprécié dans cette station, qui est en photo là, près de nous, le grand Jean Dutour, là pour le coup, n'a pas été très clairvoyant en prévoyant dans les années 90 que dans 30 ans, c'est-à-dire maintenant, Céline serait démodée. Bon, alors. On en parle toujours, en tout cas. On en parle toujours. On parle toujours de Céline. Peut-être un peu moins de. Voilà, on parle Houellebecq également, qui dit que c'est un auteur un peu surfait, que Céline est un auteur un peu surfait. Ça fera plaisir à François Bousquet, qui est dont on sait ce qu'il pense de Houellebecq et de Céline. Donc beaucoup de choses à découvrir, et je terminerai par cette citation de Michel Marmin à la question: que vous a apporté la lecture de Céline? La honte d'appartenir à l'espèce humaine. Voilà. Donc là, c'est un point de vue parmi d'autres. Donc d'un lecteur l'autre, Louis-Ferdinand Céline à travers ses lecteurs. Merci, Émeric. Alors, j'aurais même tendance à dire que Céline rend libre. Ce sera peut-être le mot de la fin, mais moi j'ai l'impression que Céline rend libre. Céline rend libre.